Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée du salon e-marketing. Donc on commence la journée avec une table ronde organisée par IAB France autour des formats publicitaires, des nouveaux formats publicitaires et des recommandations pour normer ces formats. Donc comme vous le voyez, ils sont venus en force pour nous donner ces recommandations. Donc il y a Catherine Gottlieb, qui est VP de IAB, les coordinateurs commission branding d'IAB, Raphaël Chaté d'Egis Media et Raphaël Pivert de Groupe M, Mohamed Mansour d'ARPP, Ronan Bourgeois de Microsoft, Franck Terme de Yahoo, Mathieu Mazuel de Pixie Media, Alexandre Canu AdTech, Julien Hermetet de TF1, Francky Sfez de Weborama et Dominique Blanc de MediaMind. Je laisse la parole à Catherine Gottlieb. Bonjour, merci pour cette introduction. Ça va m'éviter de faire des fautes sur certains noms. Je suis ravie de vous accueillir ce matin au nom de l'IAB sur ce rendez-vous annuel de l'IAB, puisque vous savez que ça fait maintenant, je pense, 12 ans que nous présentons nos recommandations sur les formats. C'est un énorme travail. C'est à peu près 6 mois de réflexion, de collecte, de réunions menées par nos commissions, enfin par une de nos commissions. On est ravis d'accueillir tous ces invités ce matin. La parité n'est pas vraiment respectée, hein, donc je me serais bien mis avec un micro au milieu pour essayer de faire la femme de la situation, mais je vais rester discrètement derrière ce pupitre. Nous avons, pour travailler également, pour présenter cette matinée, on a fait pas mal de benchmarks, notamment avec les US, avec l'IAB US qui a sorti ses Rising Stars. Et on est assez content du résultat. Ce n'est jamais exhaustif, c'est pas fait pour ça. C'est une cartographie la plus réaliste possible. Et en tout cas, ce sont les recommandations que nous souhaitons que les acteurs digitaux mettent en place et respectent. Voilà. Comme vous l'a précisé cette charmante personne, nous avons, au-delà de ces intervenants, la RPP qui va nous faire une petite présentation sur la déontologie de la publicité digitale. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une petite présentation, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire. Nous avons donc la chance ce matin d'avoir différents cas. Je vais essayer de tous vous les énumérer. Microsoft, Yahoo, Pixie Media, AdTech, TF1, Webo, plein de choses intéressantes. Et maintenant, je vais vous laisser profiter de cette matinée. Je voulais juste dire un grand merci à Hélène parce que c'est son dernier petit déjeuner IAB. Il fera d'autres petits déjeuners après, mais pas au nom de l'IAB. Donc merci beaucoup parce qu'elle m'a une fois de plus sauvé la mise ce matin parce que j'étais un peu coincée derrière une benne à ordures. Donc elle m'a gentiment fait un petit papier. Merci beaucoup Hélène. Et puis merci aussi pour cette année et demie que nous avons passée ensemble, où tu nous as apporté plein de choses, soutenu, aidé, encouragé. Voilà. Et puis bon vent à toi pour cette autre ligne droite et cette autre présence sur le marché digital. Bonne matinée à tous et peut-être à tout à l'heure. Bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, je voulais simplement remercier les deux autres coordinateurs qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, donc Fabien Aumont de Microsoft et Marion de Cisterne du Figaro. Donc effectivement, avant de commencer, une des missions fondamentales de l'IAB, c'est vraiment d'aider à la structuration du marché, d'évangéliser au maximum et essayer quelque part un peu de simplifier la vie un peu de tout le monde. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et en même temps pas grand-chose. On va y venir vraiment dans le dur. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à travailler sur le digital. Malgré tout, il y a quand même un jargon qui fait que quelque part, c'est un peu compliqué et ça peut aussi finalement faire en sorte que les choses peuvent être assez peu faciles d'accès. Donc l'idée quelque part avec ces standards, c'est finalement d'arriver à simplifier la vie au maximum. Quand on arrive sur la question des formats, c'est encore plus vrai. Encore plus vrai, pourquoi ? Parce qu'on peut avoir deux formats différents qui vont bénéficier d'une même dénomination, ou à l'inverse, deux dimensions qui vont être standards et qui vont bénéficier de deux noms différents. Donc l'idée, là aussi, c'est d'arriver à une harmonisation des différentes dimensions. Donc pourquoi des nouvelles recommandations justement ? C'est vrai que l'IAB avait pu faire par le passé déjà des différentes préconisations en termes de standards IAB qui datent aujourd'hui maintenant de quelques années. Donc c'était important aussi
de les remettre à jour. Et puis en même temps, des recommandations sur tout ce qui est lié véritablement à l'exécution créative. Donc là aussi, l'idée est vraiment de rendre l'expérience utilisateur la plus saine, entre guillemets, possible. Et puis par la suite, donc c'est ce qui donnera lieu aux différentes interventions des régies, les différents cas qui viendront illustrer les nouveaux formats standards appelés formats Rising Star, issus du modèle américain. Donc pour orchestrer finalement les différentes familles, le panorama, le petit postulat de départ, effectivement, on va avoir d'un côté, entre guillemets, les formats display, de l'autre, les formats mainstream. Rapidement, sur les formats mainstream, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué de standardiser finalement les différents formats parce que différentes régies, différents players fait qu'on va avoir des spécificités techniques qui vont être excessivement disparates. Donc on s'est vraiment plus concentré sur les formats display. Là aussi, très, très tôt, on arrive à la définition d'un format. Qu'est-ce qu'un format ? La définition qu'on vous propose, c'est qu'effectivement, le format va être défini une combinaison de plusieurs couches. Une couche qui va être des dimensions, une technologie. Est-ce qu'on va avoir une interaction ou non ? Est-ce qu'on va avoir un événement ? Et quel contrôle on va y venir s'ajouter ? Donc tout ça fait que toute cette combinaison donne lieu à un format différent. Et puis, on verra tout à l'heure les Rising Stars qui viendront illustrer tout ça. Si justement, on essaie d'édicter ces nouveaux standards IAB, on va retrouver finalement quelque part les anciens standards qui sont entre guillemets un kit de survie finalement créatif. Donc ça va être les dimensions classiques telles que le pavé le plus classique qu'on peut avoir. On va avoir finalement des standards élargis, entre guillemets, avec le format interstitiel, des 300 par 600, des 970 par 90. Et puis, de l'autre côté, des formats qui vont être un peu plus expand, entre guillemets, avec du 300 par 1050 ou du 970 par 250. Donc là, ce sont vraiment les dimensions standards que l'on souhaite véhiculer, toujours dans cette logique de simplifier la vie au maximum. Donc justement, l'idée est vraiment, j'insiste assez lourdement là-dessus, l'idée est vraiment pas de limiter la créativité, mais au contraire d'arriver finalement à une base de travail commune qui soit la plus standard possible. Et puis derrière, on va avoir différentes recommandations en fonction d'harmoniser ou non l'expérience utilisateur. Bonjour à tous. Donc justement, au-delà de ces tailles de standards qui facilitent les relations entre les acteurs du web sur le marché et une capacité à travailler sur des bases communes, on a choisi d'accompagner également le marché avec des recommandations sur l'harmonisation de l'expérience utilisateur. Ça nous semble important d'assurer finalement une prise en main par les internautes des formats publicitaires qui soit intuitive. Et donc il y a deux niveaux d'harmonisation qu'on a souhaité assigner ce matin. C'est, première chose, la prise de contrôle des formats publicitaires. Donc là, on est vraiment sur la fonction télécommande. On peut faire l'analogie avec les télécommandes de la télévision, qui au lancement de la télévision étaient de formes variées, avec des boutons de ci, de là, gris, vertical, horizontal. Maintenant, elles ont tendance à se normaliser. Et c'est là aussi justement sur ces prises de contrôle qu'on va essayer de donner finalement des recommandations de bon sens sur les différents boutons. Et de l'autre côté, c'est ce qui va permettre à l'internaute de prendre la main sur les formats et des fonctions incitatives en tout cas sur les capacités d'interaction des différents formats vidéo, display. Sur les animations, alors plusieurs choses. Les standards au niveau du rollover, bon voilà, c'est encore du bon sens, mais c'est pour ce qui est de l'ouverture et du lancement du rollover, on préconise une demi-seconde. Pour ce qui est de l'ouverture en plein écran sur un format, on préconise également un compte à rebours associé à l'ouverture. La fermeture, elle se fait de deux façons, soit en rollout, donc on enlève la souris du format, soit avec un bouton fermé bien visible. Ce bouton fermé, notamment pour les formats flash, expand ou push, il doit être identifiable et facilement identifiable. Donc ça doit être soit un bouton X, une croix, soit un bouton fermé. Il doit se situer idéalement en haut à droite. Il doit être en contraste permanent avec le fond.
Et enfin, toutes les fonctions doivent avoir une taille minimum pour être facilement repérables, et cette taille minimum, elle est de 11 pixels. Les recommandations pour l'incitation, c'est soit en lancement au clic, soit en lancement en rollover, c'est justement d'inciter l'internaute à exécuter une action, un call to action pour attirer l'attention et pour finalement l'éduquer aussi par rapport à ces formats. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Là, c'est très varié. Un bouton démarrer, passer la souris, cliquer ici pour. Voilà, c'est très varié. Concernant les vidéos et tous les formats vidéo en in-stream ou in-banner, donc on préconise également un bouton play pause, position en bas de la vidéo, donc vous avez le schéma à droite. C'est d'assurer la visibilité des boutons, alors soit en rollover lorsque l'internaute passe sur le format, soit en visibilité permanente. Le son, lorsque la lecture se lance automatiquement, il doit être off par défaut. Deux façons de l'activer pour l'internaute, soit en rollover, soit par un clic. Et les recommandations en complément et pour inciter l'internaute à réagir ou à savoir où il en est avec cette vidéo, c'est 1, faire une barre de progression de la vidéo. 2, à la fin de la vidéo, pourquoi pas mettre un bouton replay pour relancer la vidéo. Et ensuite, mettre la possibilité de mettre en plein écran avec un bouton identifiable qui est le bouton qu'on reconnaît en bas à droite avec les 4 coins. Ça, c'est pour tout ce qui est finalement transparence de la vidéo, de la publicité sur Internet. Je fais le lapsus, désolé. Il y a aussi un enjeu pour nos métiers qui est lié à l'acceptation de cette publicité. Et là, je vais passer la parole à Mohamed Mansouri, qui va nous parler du rôle de l'RPP en matière de régulation. Merci Raph. Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, on vient d'être évoqué les recommandations liées au format publicitaire. Alors je vous propose de voir les recommandations déontologiques, éthiques, liées au contenu de la publicité et qui caractérisent donc le rôle de l'ARP, donc de la publicité digitale. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet très brièvement, je vous propose de vous décrire dans les grandes lignes le dispositif de la régulation professionnelle. Donc l'ARP regroupe l'ensemble de l'interprofession publicitaire que sont les agences, les annonceurs, les médias. Au sein de son conseil d'administration, et les professionnels réunis au sein de l'ARP rédigent donc des règles déontologiques, notamment applicables à la publicité digitale, et confient à l'ARP le soin de veiller à leur application. Tout d'abord, selon une logique donc de prévention, notamment par le biais de conseils déontologiques et juridiques assurés aux adhérents de l'ARP. Il faut aussi citer une action après diffusion, une instance de sanction qui est le jury de déontologie publicitaire qui est chargé, lui, d'examiner les plaintes des consommateurs. Donc c'est une instance indépendante qui est présidée donc par des magistrats. Une instance paritaire aussi, le conseil paritaire de la publicité qui regroupe, qui regroupe les associations de consommateurs et les professionnels et qui émettent des avis sur ces recommandations. Et enfin, une instance de réflexion qui est le Conseil de l'éthique publicitaire, notamment présidé par Dominique Volton, et qui, lui, anticipe sur les enjeux éthiques. Donc voilà, dans les grandes lignes, le dispositif de la régulation professionnelle. Concernant la publicité digitale en tant que telle, il nous faut aussi citer une prolifération ces 10 dernières années des règles juridiques applicables à la publicité, tant au niveau national et européen. On les a donc en bas, et face à cette multiplication des règles, une réactivité des professionnels qui ont su proposer donc des guides de bonne pratique, des recommandations déontologiques, tant au niveau européen que national, compte tenu de la nature éminemment transfrontalière de la publicité digitale. Donc là, on voit donc la recommandation de l'ARP, communication publicitaire digitale, qui en est à sa troisième version. Il faut savoir que la publicité digitale n'est pas une préoccupation récente de l'ARP, mais bien qui dure donc depuis 2000 en fait, où on a eu cette première recommandation qui a été adoptée. Donc sur les règles en tant que telles applicables à la publicité digitale, on a donc d'abord des règles de loyauté, donc la publicité ne doit pas être trompeuse, ne doit pas induire en erreur le consommateur. L'identification, qui est très important et qui est d'autant plus vrai en matière digitale, où il est de plus en plus difficile parfois de distinguer ce qui relève de l'éditorial de la publicité. À titre d'exemple, par exemple, sur les réseaux sociaux, en aucun cas un message publicitaire ne saurait s'apparenter à un message émis par un utilisateur lambda. On est vraiment dans le cas d'une pratique commerciale déloyale, d'ailleurs, qui est pénalement répréhensible. La protection des jeunes publics, veiller à ce que les contenus publicitaires ne leur soient pas préjudiciables, l'image de la personne humaine, donc respecter les impératifs de décence, de dignité, la violence,
Donc là, je vous propose quelques petits exemples en fait, pour illustrer chacune de ces dispositions. Alors, en matière d'image de la personne humaine. On a là par exemple un advergame qui, en faveur donc, du marque de préservatif, qui assimile le corps d'une femme à un flipper, donc, qui a été donc, jugé, estimé donc, non conforme. On a bien sûr d'autres visuels qui, là pour le coup, ne posent aucun problème, typiquement celui-ci en faveur d'une marque de sous-vêtements pour décharger le fond d'écran, donc qui est tout à fait conforme. En matière de violence, voilà, typiquement le genre de film publicitaire que l'on peut trouver sur Internet, là en faveur d'une association de dons d'organes. Là, en fait, c'est un film publicitaire donc, qui circulait sur le web, tourné façon jacasse, en fait, et c'est pas tant sur le comportement dangereux, mais davantage sur la violence des propos, en fin de message donc, qui a été donc, estimé non conforme. Bien sûr. Alors là, un autre exemple, alors bien sûr, entre en ligne de compte tous les critères liés à l'humour, au caractère distancié, caractère un peu outrancier, et là, donc, c'est un exemple tout à fait conforme, et pas du tout contraire aux règles liées à la violence, aux règles déontologiques. Alors, une des particularités en matière de publicité digitale, et qui est présente dans la recommandation communication publicitaire digitale, c'est que dès lors qu'il est fait appel au consommateur de participer au processus créatif, par exemple, on va dire un consommateur inventer la fin d'une publicité, créer un film publicitaire, inventer un slogan, le professionnel doit s'assurer que cette contribution soit conforme aux règles déontologiques. Alors là, on a un annonceur, en fait, un film publicitaire, c'était à l'occasion d'un jeu concours, où l'internaute devait créer un film en faveur d'une société de services à domicile. Je vais dire ça, mais ça. Voilà, donc ce film qui a été créé par des utilisateurs, en fait, est bien évidemment contraire aux dispositions applicables à la protection des enfants et des adolescents. Et donc l'ARP est intervenu pour demander la cessation de cette diffusion. Donc bien sûr, non conforme. Alors d'autres exemples, là aussi par exemple une page sur un réseau social bien connu où il est fait appel aux utilisateurs d'un service en ligne de proposer des slogans. Alors là, ce qui est une des dispositions en fait, de la RECO, c'est d'inviter le professionnel à pratiquer une modération a posteriori des contributions des utilisateurs. Et là, donc, c'est qui est effectivement le cas sur la page en faveur de ce contexte, donc c'est tout à fait conforme. Donc, pour illustrer un peu les dispositions liées à la loyauté, à la véracité, l'honnêteté, on a vraiment aussi des règles en vertu desquelles les professionnels s'interdisent d'imiter le graphisme des messages qui sont émis par des systèmes d'exploitation et donc ne révèlent pas leur nature publicitaire pour susciter le clic de l'internaute. Donc l'ensemble de ces exemples-là, bien sûr, sont non conformes. On est loin des formats IAB. Non conformes. Alors sur le processus en tant que tel, des conseils déontologiques et juridiques, donc, qui sont délivrés aux adhérents de l'ARP, qui sont à peu près 700. Donc on a l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, donc les agences, les annonceurs, les médias, on l'a dit, mais aussi les régies Internet, des sociétés de production, des ad serveurs, des ad exchange, qui peuvent nous solliciter en conseil. Il y a une équipe d'une dizaine de juristes en fait, qui répond. Les conseils sont faits depuis un service en ligne en fait, qui a été lancé juste la semaine dernière et qui permet en temps réel de prendre connaissance de l'état d'avancement de la demande, d'interagir directement donc, avec le juriste. Sur les éléments statistiques, l'ARP s'est prononcé en 2012 sur 14 000 projets de publicité, tous supports confondus, dont le digital. Et les secteurs concernés, alors là particulièrement pour le digital, on a beaucoup les secteurs les plus représentatifs, en fait, c'est la santé, les agents de voyage, mais aussi pas mal l'alcool, en fait. La loi E20, vous savez que l'Internet est ouvert
la publicité en faveur du secteur alcool est autorisée sur l'Internet depuis 2009. Mais néanmoins, il y a quand même pas mal de problématiques liées à l'interprétation de cette loi E20. Donc on a beaucoup de conseils sur ces aspects loi E20. Alors sur le jury, donc, qui examine les plaintes des consommateurs, il faut savoir que l'Internet, c'est le support le plus représentatif en fait en termes de sanctions. C'est qu'en 2012, à titre d'exemple, sur 57 décisions rendues, on en a 25 qui concernent le support Internet. C'est une des raisons pour lesquelles, en 2008, a été mis en place le jury déontologie publicitaire. C'était de lutter contre cette idée selon laquelle, sur Internet, tout est possible, c'est une zone de non-droit. Eh bien non, il y a donc une possibilité de se plaindre auprès du jury de déontologie qui, lui, se prononce au regard des règles déontologiques. Bien sûr, les tribunaux conservent leurs compétences sur les règles juridiques. Là, sont sur les règles déontologiques. Et la sanction, en fait, elle réside dans une publication de la décision. Donc c'est un principe très anglo-saxon du name and shame, en fait. Donc, quelques exemples, en fait, de visuels qui ont été épinglés par le juriste. Donc là, on a un visuel qui représente, en faveur d'une marque de véhicule, qui représente une voiture sur un espace naturel. Il faut savoir que depuis même la loi Grenelle, mais aussi avant la recommandation au développement durable, on ne présente plus des véhicules sur des espaces naturels parce que c'est préjudiciable à l'environnement. Donc là, la plainte a été jugée fondée. Un autre exemple là, sur l'Internet en faveur d'une marque de boisson, liée donc à la dignité représentation dégradante. Dance in rhythm. Strip. Focus, baby. Focus. That's my baby. Go on, baby, go on. Yeah, I like it. Come on. Don't think. Keep going. Orangina red, made with blood oranges. Perhaps a bit too bloody. Orangina rouge, naturellement méchante. Voilà, non conforme aux impératifs de dignité. Donc la plainte a été estimée fondée. Alors on a une autre version pour la télévision totalement beaucoup plus édulcorée en fait. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a une soumission obligatoire de tous les spots avant qu'ils ne passent à la télévision et depuis peu sur les services de médias audiovisuels à la demande, VOD, Catch-up TV, où les régies en fait souhaitent s'assurer d'un contenu tout à fait conforme en fait aux règles déontologiques parce que bon, le CSA conserve la possibilité d'intervenir après diffusion. Donc on a une version télé qui est beaucoup plus soft on va dire et donc qui elle, la plainte pour le coup a été rejetée. Donc d'autres exemples de plaintes qui ont été jugées fondées là sur un visuel, donc vous doutez, contraire aux règles de décence, donc plainte fondée. Et enfin là pour une agence de voyage, là c'est sur les allégations sur les voyages CPN, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que vous, c'est garanti. Donc là aussi la plainte a été estimée donc fondée. Donc voilà en gros le type de visuel qui peut être amené à être épinglé par le jury de déontologie publicitaire et donc les écueils dans lesquels il faut éviter de tomber. Donc voilà, donc le contenu a aussi son importance. Merci. Alors, sans transition, je suis le premier à vous présenter donc, les formats Rising Star. Alors, ça a marché. Donc, les Rising Star, c'est un mot qui vient de l'IAB-US, qui est utilisé depuis maintenant plus d'1 an. Nous, au sein de Microsoft Advertising, ça fait 1 an qu'on teste justement tous ces formats. L'intérêt, c'est que c'est des formats qui sont innovants, qui sont cadrés par l'IAB, donc par les recommandations de l'IAB. C'est des tailles standards comme vous en a parlé tout à l'heure, Raphaël. L'objectif, c'est vraiment d'encadrer la créativité, donc de laisser libre cours à la créativité, mais justement dans des formats qui sont limités, qui sont normalisés. Là, vous avez justement, donc à droite, vous allez avoir donc les 6 formats qu'on va tous vous présenter, donc le billboard et pushdown qui sont assez connus maintenant, le sidekick, le slider, et puis le portrait et le film strip.
Je vais justement commencer avec le film strip, juste après Orangina, c'est génial. Donc, justement, ce qu'on voit, c'est que tous ces formats, vous les avez vus, ont des tailles différentes et vont en fait avoir des objectifs complètement différents. On a fait une étude, nous, avec différents formats, donc Billboard, Filmstrip, Pushdown, enfin quelque chose de très global avec Metrix Lab, d'une part avec un eye tracking, avec un petit échantillon de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à des formats plus classiques, comme du pavé 300-250 ou du 300-600, effectivement, la visibilité est beaucoup plus élevée, on prend 78%, et puis également la durée d'attention est bien plus forte de part de cette taille et puis de ces placements. De la même façon, on a fait une autre étude, mais beaucoup plus quantitative, avec des échantillons de 600 personnes exposées et non exposées, justement à ces 8 formats. Ce qui était intéressant, c'était de voir que justement le côté crédible augmentait, donc ça très bien, mais c'était surtout le côté non irritant et appréciable qui pouvait être intéressant pour nous, parce qu'on est sur des formats qui sont avec des tailles plus grandes, plus importante, la différenciation était aussi beaucoup plus forte, et puis la pertinence. Derrière, bien entendu, la créativité joue aussi un très fort rôle. Donc, je vais vous présenter juste 2 cas. Le film strip, c'est un format donc, qui est vertical, avec un séquençage qui va être en fait sur plusieurs étapes de la communication et du format. En fait, vous avez limite un mini-site juste dans ce format, et en fait vous interagissez avec toutes les pages. C'est un peu, vous connaissez l'affichage dans les rues avec des panneaux qui passent les uns après les autres. Bon, bah voilà, là c'est pour le même annonceur, on peut faire passer les pages et on fait passer un film, un petit jeu, plusieurs informations, etc. Ce qui était intéressant avec le cas d'Alfa Romeo, c'est qu'on avait une interactivité qui était très très forte et une durée justement. Enfin, l'individu passe beaucoup de temps, là c'était 7 minutes en moyenne, passe beaucoup de temps avec ce format et donc avec l'annonceur et sa communication. Donc là, je vais essuyer les plâtres pour les vidéos. Normalement, il y a un film qui va passer pour Lancôme. Tu penses ? Non. Bien joué. Non. Merci. Donc en fait, là, c'est l'exemple pour le parfum Trésor Midnight Rose de Lancôme. S'il fonctionne, je ne pense pas. Bon, je vais vous le décrire rapidement. Effectivement, c'était avec, je oublie son nom, mais l'actrice de Harry Potter, qui était l'égérie de Lancôme, et justement, vous pouviez voir un format très basique, qui était un peu l'affiche en fait du parfum. Puis, en fait, en cliquant, vous arriviez sur le film de la publicité. En cliquant, vous arriviez sur un mini-site. Vous pouviez télécharger des fonds d'écran, des goodies après. Donc, en fait, c'était un mini-site qui était fait en séquençage de 5 slides, si vous 5 slides, ouais, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait 5 fois plus d'interactivité qu'avec un 300-600 classique qui était sur une autre page de notre site, et on était vraiment dans l'expérience de la marque, juste avec un format sur le côté. On a juste un petit record, nous, aux États-Unis, qui était fait avec un film qui n'a pas du tout marché, mais un film de Disney qui s'appelait War Horse. Et effectivement, on commençait juste avec l'affiche du film, et après, on pouvait aller sur voir en in-stream, mais dans du in-banner, l'extrait du film, puis les bonus, puis acheter sa place directement pour le film, etc. On a eu un taux d'interactivité qui était x82 par rapport à des formats standards, et ça reste vraiment notre record. Donc c'est un format qui est très créatif et très interactif à la fois. Je passe la parole à Yahoo. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter un format qui s'appelle Sidekick, un format page d'accueil, avec un cas Volkswagen. On va voir si la vidéo marche. A priori, ça ne marchera pas. Magnifique. Alors, je vais vous la décrire. Joie, bonheur. Le format Sidekick, c'est un format en fait une page qui se déplace vers la droite lorsque l'utilisateur, l'internaute, clique sur le rectangle ou l'arche. Donc en fait, c'est un format page d'accueil avec une arche et tout se déplace vers la droite pour ouvrir une pleine page sur la droite. Il peut y avoir une animation automatique sur la création, mais dans tous les cas, le déplacement se fera à l'initiative de l'utilisateur. C'est vraiment dommage de ne pas le voir.
À droite, il y a un vaste espace qui est donc révélé et qui offre donc un vaste espace d'expression pour la marque et pour son agence de création, puisque c'est quasiment de la pleine page. Ce que je voulais vous montrer d'autre aussi, avant de partager avec vous quelques indicateurs de performance, c'est un outil dont on dispose chez Yahoo qui modélise les comportements de lecture en ligne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie et de l'algorithme derrière, puisqu'il y a un document de 80 pages et que, pour être honnête, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir les zones qui sont perçues par les internautes, ce qui nous permet de tester et d'optimiser l'organisation de nos pages, que ce soit donc les emplacements et la taille des modules éditoriaux, mais aussi les espaces publicitaires. Donc j'ai envoyé, vous pouvez voir une partie de la création en flouté en fond, puisque c'est la page que j'ai envoyée à nos équipes aux États-Unis. Et donc ça donne ça, les zones rouges étant les zones les mieux perçues ou les plus vues par les internautes, ce qui montre bien, la place centrale de l'éditorial, centrale dans les deux sens du terme, mais aussi l'exposition publicitaire, puisque vous voyez ces taches rouges sur la partie médium rectangle. Magnifique, vous allez quand même voir cette création. Voilà, donc ça c'est l'espace Sidekick qui se révèle sur la droite. Et ici, Volkswagen avait mis une vidéo. La marque peut mettre ce qu'elle veut, en fait. Un jeu, une vidéo. Voilà. Donc, l'exposition publicitaire, en fait, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre l'impact et l'intrusion. Et c'est pour ça qu'on a lancé en 2009, qu'on a créé une équipe européenne qui est en charge de tester tous les formats publicitaires. Des formats existants, mais des formats inédits. Donc, en fait, je parle de format, hein, pas de création publicitaire. C'est pour ça que vous voyez sur l'écran derrière moi ces petites bulles bleues qui sont censées représenter une création et qui représentent le format. L'idée, c'est d'avoir un score d'acceptabilité du format par les utilisateurs selon deux critères, l'intrusion et l'impact du format. On a testé plus de 250 formats dans 5 pays auprès de près de 100 000 internautes, voilà, depuis 2009. Et donc l'histoire du Sidekick chez nous, c'est que c'est l'Allemagne qui a demandé, Yahoo Allemagne, qui a demandé à tester ce format. Le score d'acceptabilité a été élevé et donc on l'a implémenté sur nos pages. Et Volkswagen a été la première marque à l'utiliser en Allemagne. Et c'est devenu un peu le format favori de Volkswagen, chez nous en tout cas. Et ils l'ont utilisé plusieurs fois, notamment en France, et notamment pour cette campagne que peut-être vous avez découverte il y a 2 ans au moment du Super Bowl, la campagne The Force, avec ce petit garçon qui se prenait pour Dark Vador. Et grand bien leur a pris d'utiliser ce format, puisqu'il a été primé lors de l'IAB Mix Award en 2011. Bon voilà, en tout cas, ce qui pousse Volkswagen à utiliser le format, c'est avant tout les performances. Je vous ai mis trois indicateurs. Le taux de clic, qui ici correspond au premier clic sur la création, donc le clic qui déclenche le déplacement de la page, qui est multiplié par 11 par rapport à un format classique en page d'accueil. Le nombre d'interactions, qui est, comme son nom l'indique, un bon indicateur d'interaction de l'utilisateur avec la publicité. Là, on va prendre en compte notamment la vidéo lue ou relue, un jeu, s'il y a un jeu, mais aussi les clics sortants vers le site de la marque. Et là, on est multiplié par 14 par rapport à un format classique. Et puis, dernier indicateur, le nombre de requêtes en search qui ont doublé. Ça, c'est un indicateur que j'apprécie particulièrement parce qu'il montre l'impact d'une campagne display sur le search. Et donc, l'intérêt d'une marque qui communique en médias, quel que soit le média d'ailleurs, à soigner son SEO, mais aussi sa présence en search marketing. Merci bien. Alors effectivement, on parle beaucoup d'intrusivité, on parle beaucoup d'impact. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin pour les marques, si on repart de leurs objectifs, qui est de maximiser l'impact. Dans cette logique de maximiser l'impact, les marques vont devoir travailler en règle générale à trois niveaux. D'une part, valoriser. D'une part, valoriser des problématiques de branding, ensuite pouvoir créer de la valeur en mettant en avant
mettant en avant leurs produits, et enfin pouvoir déclencher les ventes. C'est cette logique de parcours client. Alors, dans l'impact, il y a finalement trois items que sont la visibilité, la mémorisation, mais aussi le rendement. Par rapport à ça, le footer, dans une logique de parcours client, vient s'intégrer de manière justement à pouvoir favoriser l'impact. L'idée, c'est qu'en fait, pour créer le footer, on est parti finalement de la manière dont l'internaute va se comporter sur Internet. Quand vous venez sur Internet, finalement, il faut absolument regarder la manière dont les pages sont construites. La page d'Internet, aujourd'hui, elle favorise totalement le scroll. Si on prend l'exemple de la page que vous voyez au-dessus de moi, c'est tout simplement la home culture de l'internaute, sans faire de pub. Pour l'internaute, ce qui va apparaître dans son cadre de vue, c'est exclusivement ce qui est dans le cadre rouge. Donc en réalité, la maquette même du site est faite de telle sorte qu'il soit amené à scroller. À partir de ce moment-là, le format publicitaire initial qu'il a pu voir, admettons un pavé vidéo, très rapidement il va disparaître. Dans ce contexte, c'est là où on a créé le footer. L'idée, c'est d'avoir un format qui, au moment où l'internaute va scroller, puisse apparaître et en puisse accompagner l'internaute tout au long de son surf. Donc l'accompagner, sachant qu'on est aussi dans une logique de permission marketing, c'est-à-dire que la marque est présente, elle va être présente tout au long du surf de l'internaute, et en même temps, on va aussi se mettre dans une logique où on va donner la possibilité à l'internaute de rentrer en contact, mais si et seulement s'il le souhaite, avec la marque. Donc on limite énormément l'intrusion. Par contre, on est présent tout au long de son surf. Dès lors que l'internaute va scroller, le format initial qui avait attiré son attention, le format par lequel la marque était intervenue, va disparaître. Par contre, le footer va rester. Donc on est dans une logique véritablement de complémentarité avec la plupart des formats qui peuvent être utilisés et qui vous sont présentés ce matin, tant les formats classiques IAB que les formats plus innovants qu'on voit aujourd'hui. Une fois plus, dans une logique de parcours client et toujours dans le respect du surf de l'internaute. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que finalement, la marque va commencer par une prise de parole avec un format IAB classique ou un format plus impactant, tel que ceux qu'on peut voir ce matin. Et en complément, elle va finalement intégrer dans sa communication un footer qui va lui permettre de s'inscrire justement dans une logique de complémentarité et d'être toujours présent. Alors, j'ai quand même tenté à mon tour de lancer une vidéo. On prend des fruits. En plus, ils sont garantis prix plus bas Carrefour. C'est marrant comme vous avez le sens des économies chez Carrefour. C'est le résultat des valeurs que tu nous as inculquées, maman. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est bien dans un principe où la marque a attiré l'attention de l'internaute avec un format qui vous sera détaillé un petit peu après par mon camarade de TF1. Au moment où l'internaute avait vu le premier format et où il a scrollé, à partir de ce moment-là, le footer est apparu. Ça permet à la marque, tout d'abord, d'attirer l'attention dans une logique de branding, et ensuite, dans un deuxième temps, d'être toujours présent, mais si et seulement si l'internaute le souhaite, de rentrer en relation avec lui et de lui proposer une vraie interaction. Après, on conserve bien évidemment tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure en matière de respect du surf de l'internaute, avec la possibilité de fermer le format quand on le souhaite, de le rouvrir comme on le veut. Et derrière, on peut embarquer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire soit le site de la marque, on peut embarquer une vidéo. Donc voilà. En termes de résultats, il nous paraissait effectivement important de comparer un petit peu le bénéfice qu'on pouvait avoir avec le footer avec des formats qu'on utilise de manière assez classique et qu'on peut utiliser de manière seule. Donc on a mis en place une étude en eye tracking sur les différents items qu'on a pu voir, que j'évoquais tout à l'heure. Donc d'une part la visibilité de la marque. On voit que par rapport à un pavé vidéo seul, on a une visibilité de la marque qui augmente de 18%. Et par rapport à un pavé vidéo expand, on est à plus 20%. Donc il y a vraiment cette plus 18, plus 20 en permanence. Après,
comme on est quand même assez souvent dans des problématiques, pour les annonceurs, dans à peu près 70% des cas, des problématiques qui sont assez liées au branding, il est très important de voir en termes de mémorisation ce que ça peut donner. La mémorisation par rapport à un pavé vidéo seul, elle est de 16%. Par rapport à un pavé vidéo expand, on l'a mesuré alors sur des créations de différents secteurs d'activité, à 49% en moyenne. Donc c'est extrêmement significatif et ça montre bien que finalement le premier format va clairement installer la création de la marque, mais derrière, la présence permanente du format va lui permettre de maximiser la présence permanente du format et de la marque va permettre de maximiser la mémorisation. Enfin, on a fait un autre test parce qu'on parlait de visibilité, de mémorisation, il y a une logique de rendement qui est extrêmement importante également, même sur du branding. En termes de rendement, on a fait un test sur 350 campagnes administrées par la marketplace Pixie Media. C'est des campagnes de tout secteur d'activité, donc on a à la fois tous les gens qui communiquent sur Internet, donc de la banque, de l'auto, du food, de la parfumerie, de l'hygiène beauté. On voit que par rapport à un pavé vidéo seul, on multiplie par 9 les résultats en termes de taux de clic. Et même par rapport à un pavé vidéo expand qui, par définition, clique mieux qu'un pavé vidéo normal, on multiplie par 6 les résultats. Donc on voit que c'est extrêmement significatif et que cette présence permanente de la marque, elle joue un vrai rôle dans le parcours client et donc dans le résultat pour la marque au final. Merci. Donc moi je vais vous présenter le format portrait donc le 300 par 1050. Pour expliquer un peu d'où vient ce format, en fait, c'est le résultat d'une réflexion groupe entre 3 entités complémentaires du groupe AOL. En l'occurrence, la partie éditeur et régie publicitaire regroupant AOL, Ad.com, Huffington Post, TechCrunch, etc. Une deuxième partie du groupe AOL, qui est une grosse agence de création aux États-Unis, en l'occurrence l'agence Pictella, et AdTech, qui est le troisième pilier du groupe en tant qu'acteur technologique. L'idée était clairement de réfléchir à un format qui puisse être vendu de manière industrielle et qui respecterait un petit peu le triangle d'or de la publicité, qui consiste à respecter l'internaute, à respecter l'intégrité éditoriale des sites, tout en permettant de maximiser les revenus publicitaires. Et vous verrez donc effectivement qu'avec ce format, c'est donc un format in-banner qui n'est pas du tout intrusif, donc ça respecte l'internaute. L'internaute peut consulter l'ensemble du contenu publicitaire sans avoir à quitter la page éditoriale sur laquelle il se trouve. Donc effectivement, il n'est pas gêné dans la navigation sur laquelle il est. En termes de respect éditorial, c'est donc clairement du in-page, pas du tout intrusif, et on évite une déperdition des internautes car l'internaute ne quitte pas la page éditoriale sur laquelle il se trouve. Et bien sûr, la maximisation des revenus publicitaires est liée tout simplement au CPM qui peut être généré par ce type de format. On pourrait en parler longuement, mais on est sur des CPM évidemment extrêmement élevés. Aujourd'hui, ce format est clairement vendu de manière industrielle par le groupe AOL et Huffington Post. Aujourd'hui, quasiment tous les jours, il y a des campagnes sur l'homepage d'AOL et sur l'homepage de Huffington Post aux États-Unis, en Angleterre. Il est vendu de manière industrielle également par le groupe Hearst Magazines Digital, le groupe de Nice Group, National Geographic, le New York Times. Et en France, il commence à être vendu par le groupe Amaury Media, par Skyrock, par Le Monde, Condé Nast et quelques autres régies. En sachant qu'effectivement le format, il est né aussi d'un constat qui est général, c'est une baisse du taux de clic de manière généralisée sur l'ensemble des marchés publicitaires au niveau mondial, et d'une réflexion qui est que le taux de clic ne devrait pas être le seul critère de performance d'une campagne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités sur Internet. On peut pousser effectivement l'internaute à interagir avec du brand content en lui fournissant des questionnaires auxquels il peut répondre, des possibilités de jouer avec certains modules qui peuvent être créés en Flash ou en HTML5. Et la réponse par rapport à ce constat généralisé, c'est donc la création du format in-page qui permet clairement de pousser du brand content
et d'amener l'internaute à interagir de plus en plus avec le contenu de l'annonceur. Et clairement, c'est aussi l'idée du groupe AOL de sortir de cette logique jugée trop restrictive du taux de clic pour entrer dans une logique de taux d'engagement. Le format portrait, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais l'idée, clairement, c'est une sorte de triptyque sur lequel vous pouvez avoir, et c'est totalement templétisé, d'où le côté industrialisable du format. La première partie du triptyque, vous pouvez avoir une galerie d'images, une galerie de vidéos et ou de vidéos, un showcase en 360 degrés sur lequel vous avez des bullet points qui apparaissent et vous passez en mouse over dessus et vous avez des explications qui peuvent être fournies notamment sur des écrans de téléphone, etc. Et les deux autres parties du triptyque sur lesquelles vous pouvez avoir un tas de modules possibles, donc c'est un format extrêmement flexible où vous pouvez avoir au choix éventuellement de nouveau des vidéos si vous avez choisi plutôt de mettre en avant une galerie d'images en première partie, de la géolocalisation de points de vente en association avec Google Maps ou MapQuest, qu'importe, la mise en avant de coupons de réduction ou de bons d'achat, en sachant que là-dessus on pourrait également rajouter une technologie dite serveur to server pixel qui permettrait éventuellement de traquer sans aucun problème le fait que l'internaute ait téléchargé un coupon de réduction ou un bon d'achat sur Internet et que ce coupon a été effectivement utilisé en magasin, en faisant en sorte de faire communiquer les serveurs des caisses enregistreuses des magasins avec l'ad server. Donc on peut aller effectivement très loin là-dessus. Des pollings, donc études. On peut demander à un internaute de savoir si le prochain iPad, il préférait l'avoir en couleur, je ne sais pas, rose avec des petits nuages bleus ou écossais ou le classique noir, blanc et bleu. En l'occurrence, on récupère de manière dynamique les données fournies par les internautes lors d'un polling et clairement, ça donne une nouvelle valeur aux données qui peuvent être récupérées grâce à la publicité. Clairement, ce sont des données qui sont directement exploitables par un directeur marketing. Si clairement, il a 1000 ou 5000 répondants à ce type de polling, et derrière, il constate que les internautes, contrairement à l'idée reçue, préféraient avoir un iPad en couleur écossaise, ça peut lui donner l'idée d'éventuellement changer sa stratégie de production des iPads, etc., etc. Et bien sûr, derrière, comme c'était stratégique pour le groupe AOL pour créer ce format, ils ont mis les moyens en termes d'études. Donc, on a beaucoup parlé d'eye tracking. En l'occurrence, effectivement, on a utilisé une étude basée sur l'eye tracking, mais également sur des données biométriques, de manière à coupler la façon dont l'internaute regarde la page et donc la publicité, tout en le combinant avec des données biométriques sur le côté frustration, intérêt, etc., etc. Donc ça, c'est sur la partie études qualitatives. Et il y a bien sûr en parallèle des études quantitatives qui ont été menées avec un grand nombre d'internautes de manière à pouvoir avoir effectivement des données précises, de savoir si effectivement le format apporte une plus-value en termes d'intérêt, en termes de non-frustration, etc., etc. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments que vous pouvez lire. Je vais les passer rapidement. Mais si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces résultats, bien sûr, toutes ces études sont à notre disposition et je peux les partager. J'espère que la vidéo va marcher. Visiblement. Alors ça, c'est un exemple de campagne qui a été menée aux États-Unis. Après, on viendra sur le cas d'école qu'on a mené avec Amaury Media. Donc l'idée, effectivement, donc clairement, on peut avoir un showcase en direct, galerie d'images où, pareil, on peut interagir et voir les différents éléments sans aucun problème, avec ce système de loop. Donc on pourrait aussi avoir un showcase 360 degrés avec des systèmes de bullet points et avec des petits pop-up qui s'affichent dès le moment qu'on passe au mot serveur dessus. La reconnaissance de lieu de vente, alors bien sûr, on pourrait le faire de manière automatique avec reconnaissance d'adresse IP. On préconise, nous, plutôt le fait d'intégrer directement le code postal de manière à être plus précis. L'adresse IP n'est pas forcément toujours très précise.
et beaucoup d'autres choses. Belle façon de regarder le web. L'étude eye tracking dont je parlais tout à l'heure, clairement, ça s'est fait partie des résultats. On voit clairement entre une page web classique, un format 300 par 250 et un format 300 par 1050, que tout de suite l'internaute repère les formats publicitaires classiques et ne s'attarde pas dessus, voire directement il les zappe. Alors qu'un format 300 par 1050 qui pousse beaucoup de brand content, tout de suite le regard est porté sur le format, d'autant plus si derrière il y a un certain nombre d'interactions possibles. Clairement, on a remarqué qu'entre le format 300 par 250 et le format 300 par 1050, l'internaute regarde le format 300 par 1050 2 fois plus vite que le format classique, s'attarde sur le format 4 fois plus longtemps et il le regarde 4 fois plus souvent que s'il se retrouve sur une page avec un 300 par 250. Il y a beaucoup d'autres résultats dans les études menées par IPG Media Lab en association avec Affectiva et Dynamic Logic. Je peux partager encore une fois les résultats de ces études, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est effectivement, comme le disaient nos amis de Microsoft, des études qui peuvent faire jusqu'à 30 ou 40 pages avec beaucoup de chiffres, mais ça reste passionnant à lire, ne serait-ce que par rapport à la méthodologie. Là, c'est effectivement l'une des premières campagnes portraits qui a été menée en France avec Babyliss, donc une marque du groupe Procter & Gamble, sur le site de l'Équipe et du Parisien. On ne voit pas très bien les interactions. C'est même bloqué, j'ai l'impression. Bon, ça a l'air d'être bloqué, mais le principe, effectivement, c'est qu'on pousse un maximum de brand content. Derrière, en termes d'interaction, il y avait la possibilité pour l'internaute en mouse-over de raser directement le mannequin qui était présent sur le premier module du triptyque, et ensuite de regarder des vidéos, etc. etc. Bon, là, c'est pas forcément très visible. L'annonceur satisfait. Effectivement, le retour qu'a eu l'équipe OPSP d'Amaury Media a demandé donc à Procter & Gamble Media de savoir quel était leur premier retour sur ce type de campagne. La citation de la responsable Procter & Gamble Media, c'est qu'effectivement, il s'agissait d'un très bon format qui permettait de traiter plusieurs axes de communication et qui se veut bien sûr plus éditorialisé que les formats classiques, tout en offrant une grande zone d'expression à la marque. Enfin bref, j'ai un peu récité, mais l'idée clairement là, c'est de pousser du brand content dans un format non intrusif qui est une page. Là, on a les meilleurs résultats, c'est effectivement quand on pousse un maximum le côté interaction du format et de jouer avec tous les modules possibles qui poussent l'internaute à interagir avec la marque. Les résultats majeurs, je ne vais pas non plus vous bombarder de chiffres, mais taux d'engagement sur l'Équipe à 3,94%, sur le Parisien à 3,87%, et les internautes ont interagi avec la création 67 secondes en moyenne sur l'Équipe et 64 secondes sur le Parisien. Donc des résultats qui restent moyens au regard de toutes les campagnes qu'il y a pu y avoir aux États-Unis et en Angleterre, mais tout de même, cela montre que on peut clairement aller au-delà du simple taux de clic et qu'on peut avoir des métriques différents que le clic pour juger de la performance d'une campagne, dont ceci, et il y en a beaucoup d'autres. Chaque engagement peut être traqué, peut être reporté sur un rapport de statistiques, et on peut aller très loin. En sachant que nous avons également à disposition des benchmarks sectoriels qui sont également très intéressants, vu qu'AOL et Huffington Post le vendent de manière industrielle tous les jours sur l'ensemble des sites du groupe AOL aux États-Unis, en Angleterre, mais on dispose également d'un certain nombre de résultats de campagne qui ont pu être faits sur Cosmopolitan, Marie Claire, National Geographic, etc. On a à disposition un benchmark sectoriel extrêmement poussé où on a des résultats extrêmement probants par secteur d'activité. Pareil, ça c'est quelque chose que nous pouvons tout à fait partager. Et le format commence à bien fonctionner sur la France, avec quelques éditeurs qui ont cru dans ce format, en premier lieu Amaury Media, mais qui ont été suivis ensuite par Le Monde, Skyrock et quelques autres. Pour ma part, j'ai terminé. Alors merci. Moi en fait ce que je vais faire c'est je vais vous présenter le format Billboard qu'on appelle aussi donc Masthead.
Donc, il faut savoir que c'est un format qui a été déployé au début initialement donc, par YouTube. Et c'est un format qui est devenu IAB donc, depuis 2 ans. En fait, ce format, il est intéressant parce qu'il répond, enfin, il a 4 atouts majeurs qui permettent de répondre aux différentes problématiques des annonceurs. Donc, ces 4 atouts, en fait, vous avez le premier qui est, on va dire, l'impact. Forcément, vous voyez là le format, donc c'est un rectangle 970 par 250. Donc, vous avez une large zone créative. Vous avez aussi un emplacement en haut de page. Donc ça, c'est pour l'impact, forcément, c'est très intéressant. Vous avez une dimension d'émergence, parce que ce format, il est vendu de manière générale pour une journée. Donc 24 heures de visibilité, 100% de part de voix, et en plus sur un carrefour d'audience. Donc le deuxième impact, l'émergence. Vous avez le troisième, c'est on va dire la permissivité. On en a parlé tout à l'heure avec toute l'idée de permission marketing. Donc c'est que en fait, l'internaute a la possibilité de fermer le format. Donc vous avez un petit bouton, une petite croix en haut à droite pour fermer, pour faire disparaître le format. Vous pouvez aussi le réafficher. Mais voilà, vous donnez la possibilité à l'internaute de fermer ce format. Donc ça, c'est intéressant également. Et le quatrième, on a entendu beaucoup ce mot ce matin, c'est l'engagement. Parce que ce format, en fait, c'est véritablement un écrin pour valoriser une vidéo, une animation. Et donc derrière, ce qui est intéressant, ça va être de générer potentiellement des vidéos vues, ça va être de partager un contenu, ça va être de créer de l'interaction au sein du format. Donc voilà, différentes choses pour générer de l'engagement. Et cette problématique dans l'engagement, forcément, elle intéresse l'ensemble des secteurs, l'ensemble des annonceurs. Alors du coup, nous, pour TF1 Publicité Digitale, ce qu'on a mis en avant, c'est le secteur de l'entertainment. En gros, je suis Paramount, je veux événementialiser la sortie de mon film, donc en l'occurrence Jack Reacher. Je souhaite promouvoir ma bande-annonce. Donc du coup, le masthead, dans ce cadre-là, c'est un format qui est idéal, qui est percutant. Alors ça, c'est intéressant de voir ça au départ. Après, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les résultats. Donc nous, comme c'était un contenu véritablement vidéo, que TF1, la force aussi, c'est la vidéo, ce qu'on s'est intéressé à regarder comme KPI, comme métriques, ça va être la durée de visionnage. En gros, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 1 minute 27 de temps de visionnage moyen de la vidéo. Donc ça, c'est un point véritablement important. Ça démontre l'engagement en fait, de l'internaute dans le contenu. Donc ça, c'est la première étape. Pour nous, c'est de mesurer ce type d'engagement. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de traquer les différents autres points. Donc sur la création, par exemple, on voit qu'il y a un bouton Facebook. On pourrait rajouter aussi un call to action pour générer du trafic sur le réseau social. Donc ça, c'est un point qu'on peut forcément mesurer derrière. On pourrait mesurer aussi le nombre de personnes qui ont cliqué sur tel ou tel point au sein de la création. Si on veut faire une animation, on pourrait bien imaginer un jeu concours et donc là encore mesurer différentes sortes d'engagement. Ça, c'est ensuite à voir avec les différents annonceurs en fonction de l'objectif véritablement de la campagne. En tout cas, voilà, si on peut résumer sur le format Billboard Masthead, donc c'est un format particulièrement engageant et notamment sur les créations vidéo. Merci. Merci. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Francky, j'ai 34 ans, j'ai une femme. C'est bon là ? Oui. J'ai une femme, j'ai 3 filles et ça fait 2 ans et demi que j'ai la chance d'être en charge du Rich Media au sein de Weborama France. Et donc si je suis présent aujourd'hui, c'est pour présenter un business case pour Leroy Merlin sur un format Sidekick, comme nos amis de Yahoo, qui a été réalisé sur le site de Côté Maison de la régie Express Roularta. Alors pour la petite histoire, Leroy Merlin avait pour habitude de travailler avec Express Roularta sur des campagnes plutôt perf et plutôt brand content. Et il se trouve qu'il y a 6 mois, en juin 2012, Leroy Merlin a souhaité faire un test et faire donc du branding. À l'époque, Leroy Merlin s'était orienté vers un format impactant, et donc le format Sidekick. Et donc les motivations de Leroy Merlin pour réitérer cette campagne cette année, vu que ce que je vais vous présenter là, c'est un format qui est en ligne depuis une semaine, 10 jours. Les 2 principales motivations, c'est que d'une, ça avait effectivement très très bien marché il y a 6 mois, et que de 2, le format matchait parfaitement avec l'accroche de Leroy Merlin qui est « on pousse les murs ».
Alors moi, je n'ai pas de petite vidéo, donc ça ne va pas planter. Le principe, c'est qu'on est tout simplement sur un grand angle, donc un 300-600. Et pour pas que ce soit intrusif, bien entendu, l'internaute va pouvoir, via un call to action, cliquer sur le 300-600 et ça va venir glisser le site sur le côté pour laisser apparaître effectivement un espace assez important pour présenter des choses. Ça peut être de la vidéo, ça peut être tout un tas de choses. Donc là, au niveau des métriques, effectivement, chez Weborama, on a pour habitude de mesurer l'ensemble des interactions sur une création. Et là, les métriques qu'on a retenues, notamment métriques de visibilité, vu qu'on a un internaute sur 5 qui a ouvert le format, donc c'est assez intéressant, un taux d'ouverture de 20%. Et en termes d'interactivité et d'engagement, on avait un temps moyen passé par visite sur le format qui est de 24 secondes. Et par visiteur, le format avait été visité 1,7 fois. Donc chaque visiteur a quasiment visité le format 2 fois. Voilà. Et bien entendu, le format peut se fermer en cliquant sur le bouton fermer qui est bien visible. Je passe la parole à mon ami Mediaman. Bonjour à tous, Dominique Bleuron, directeur général de MediaMind. En complément de ces formats qui vous ont été présentés, on s'est dit tout simplement qu'on allait s'intéresser à un autre segment extrêmement dynamique de la publicité sur Internet, à savoir les formats in-stream. Pour faire très simple pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces formats, si on devait résumer, l'in-stream, c'est tout simplement la capacité de diffuser un contenu vidéo au sein d'un contenu vidéo déjà diffusé par un éditeur. Le format le plus connu, je pense que tout le monde est familier avec, c'est le pré-roll, à savoir la diffusion d'un spot de télé avant une émission que vous allez voir sur un site de contenu, que ce soit en catch-up, que ce soit sur un site éditorial classique. Ensuite, au-delà de ce format push très proche de ce qu'on peut faire en télévision, on a la capacité, et c'est là bien évidemment que réside l'intérêt des formats sur le web, de rajouter une couche d'interactivité. On va venir vous présenter quelques exemples afin de vous montrer plus exactement de quoi il retourne. Derrière ces formats in-stream, plusieurs technologies. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, juste quelques acronymes que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser dans le cadre de vos lectures ou rendez-vous. VAST, VPED, VMAP. Je vais m'attarder sur les deux premières, VAST et VPED. Le format VAST, donc Video Ad Serving Template, et le format VPED, Video Player Ad Interface. VAST, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est tout simplement la technologie qui va permettre à votre publicité de communiquer avec l'ensemble des players vidéo utilisés par les sites, les éditeurs. Sans cette technologie, tout simplement, c'est très compliqué de déployer une campagne vidéo in-stream à grande échelle. C'est bien le but premier de cette techno, et c'est pour ça que ça a été effectivement déployé par l'ensemble des éditeurs. Donc, on a fait une petite analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, on compare effectivement ce langage commun à tout simplement un adaptateur universel qui va vous permettre à vous, marque, agence, de déployer les campagnes de façon très très simple. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? On a symbolisé ici un workflow de campagne traditionnel. Vous êtes une marque, vous êtes une agence, vous avez envie de diffuser votre campagne sur un certain nombre de sites, votre campagne vidéo sur un certain nombre de sites en in-stream. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'était assez simple. Pour chaque site qui a ses spécificités propres, vous alliez encoder une vidéo particulière, la faire parvenir au site qui allait la mettre en ligne. Ce qui signifie effectivement pas mal de temps passé par les équipes lors du déploiement opérationnel. Et puis également, d'un point de vue reporting, ça veut dire un reporting, tout simplement un rapport statistique par support. Avec justement des technologies comme VAST, c'est très simple. Vous allez avoir un élément créatif qui va être utilisé sur l'ensemble des sites. Cet élément créatif va être chargé dans votre ad server et va pouvoir être diffusé de façon très simple sur l'ensemble des sites du plan. Bien évidemment, gain opérationnel ici, et puis gain sur la partie reporting, puisque ça veut tout simplement dire que dans la même interface que votre campagne display classique, vous allez retrouver l'ensemble de votre reporting, de vos performances liées aux campagnes in-stream.
L'intérêt, comme je le mentionnais au début de l'intervention, c'est effectivement de pousser plus loin l'interactivité. On peut se contenter effectivement de prendre un spot télé et de le diffuser sur Internet. C'est tout à fait faisable. Néanmoins, la beauté d'Internet, c'est justement de rendre interactif tout ce qui peut l'être. Donc c'est évidemment grâce à cette norme donc VPET qu'on va pouvoir rajouter cette couche d'interactivité sur l'ensemble des spots in-stream. L'intérêt, c'est bien évidemment de pouvoir mesurer également ce qui se passe dans ces formats et de pouvoir le retrouver de façon complètement standardisée dans l'ensemble de vos reportings. Alors, j'en ai fini pour les discours. Je vais à mon tour tenter de lancer une vidéo pour vous montrer concrètement de quoi il retourne et quelques exemples in-stream. Juste un petit mot sur cette Imagine this magical unicorn is your online bank account. An action film legend, Dolph Lundgren, is a cyber criminal. Dolph Lundgren wants to take your unicorn and do bad things to it. The unicorn, not knowing any better, thinks about rainbows. Now, you have a choice. Do you allow Dolph Lundgren to manhandle your unicorn, or do you deny it? Time for some unicorn on the cob. Protect your unicorn from Dolph Lundgren. Deny digital dangers with Norton Internet Security 2011. Quand je vous parlais d'interactivité au sein des formats vidéo, ce dernier exemple reflète tout à fait ce que j'essaie de vous signifier, à savoir la capacité de l'internaute à interagir au sein d'un flux vidéo et d'influer sur le cours de la diffusion. Merci. Alors, un dernier exemple, normalement, si tu peux passer la slide, Dominique. Merci. Un dernier exemple, c'est un exemple
d'M6. Donc Antoine Meunier n'a pas pu être présent ce matin. Il m'a demandé de dire quelques mots sur un format donc InStream. Donc il m'a dit de dire qu'il était le premier à le lancer en 2011. Au-delà de ça, c'est un format super intéressant parce que donc à l'intérieur d'un InStream, c'est finalement une illustration aussi de ce que disait Dominique, c'est qu'on va pouvoir intégrer des modules flash et finalement avoir une création infinie à travers ce module flash et de pourquoi pas y mettre un jeu concours, un shopbot, un petit module de e-commerce. Ce qu'il me disait sur cette campagne, c'est que globalement les résultats étaient plutôt bons. Il y avait notamment un taux d'ouverture de 17%, ce qui est plutôt pas mal, et que le temps passé était de 41 secondes. Donc ça illustre la créativité possible. Et finalement, en guise de conclusion, dans un premier temps, la créativité possible. Et finalement, les standards de l'IAB sont là pour accompagner la créativité. En guise de conclusion, qui n'en est pas forcément une, mais plus un élargissement, on a effectivement assez peu parlé, vous l'aurez remarqué, de l'InStream. On a également assez peu parlé du mobile. Ce sont deux chantiers qu'on a déjà lancés, donc le mobile depuis maintenant 2-3 mois, l'InStream depuis hier, et donc on vous donne rendez-vous avant la fin du premier semestre pour vous présenter voilà, nos points de vue, recommandations, perspectives pour l'InStream vidéo et le mobile. Voilà, je vous remercie à tous. Je tiens à remercier tous les intervenants, toutes les personnes qui ont également participé au groupe de travail sur ce chantier format. Et donc, je vous donne rendez-vous d'ici la fin du premier semestre. Est-ce qu'il y a un temps pour les questions, peut-être? Oui, non? S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question un peu générale. On constate aujourd'hui que les internautes utilisent souvent, dans certains cas en tout cas, ce qu'on appelle les adblocks. Et ça peut être une menace justement par rapport à tous les formats qui peuvent susciter une réaction un peu négative du fait de leur intrusivité. Qu'est-ce que vous, qui êtes les principaux acteurs du secteur, qu'est-ce que vous prévoyez pour justement réduire ce type de réactions négatives qui peuvent être suscitées par certains formats et notamment ceux qui sont particulièrement intrusifs? Merci. Effectivement, c'est un vrai sujet, les adblocks. Et je pense que chacun dans la chaîne est responsable, chacun à son niveau. Donc je pense que en fait, tout ça, ça doit s'inscrire dans une logique qui est vraiment celle du parcours client. Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'internaute, il est prêt finalement à ce qu'une marque attire son attention avec un format, même s'il est intrusif. Ce n'est pas forcément gênant en tant que tel. C'est plus la répétition de l'intrusivité qui va devenir gênante. Je ne citerai pas l'annonceur, mais j'ai en tête une campagne assez précise sur un site média extrêmement premium à l'occasion du Mondial Automobile. C'était un lancement d'un nouveau véhicule. À 8 reprises, j'ai vu la vidéo de lancement du véhicule. Et c'était un interstitiel. Très franchement, 8 fois de suite, c'est un peu beaucoup. Et je pense que pour avoir vu en plus un certain nombre de blogs sur le sujet, effectivement, je pense que ça a été relativement négatif pour la marque. Qui plus est, pour aller plus loin encore dans la démarche, une fois que la vidéo s'arrêtait, elle disparaissait. Donc c'est je viens et je disparais. Et derrière, on se retrouvait avec un pavé qui mettait en avant une offre promotionnelle pour un concurrent de la marque. Donc là, pour le coup, on était vraiment quasiment dans une logique de destruction de valeur, ce qui n'était pas du tout l'objectif. Donc je pense que par rapport à ça et par rapport au développement des adblocks, la logique, c'est vraiment, il faut que les marques, les conseils s'inscrivent dans cette logique de parcours client en disant, OK, on va commencer par rentrer par un format qui peut être éventuellement perçu comme intrusif, mais si j'ai un capping à 1 ou un capping à 2, ça va faire le travail. Et derrière, je vais venir avec d'autres formats qui vont accompagner totalement mon internaute. Et finalement, une fois que j'ai installé ma création, que j'ai installé mon produit, que je l'ai lancé, derrière, de toute façon, je vais être reconnu et je peux aller sur un format potentiellement moins intrusif et qui fonctionnera bien. Alors bon, je vous présentais tout à l'heure le footer, c'est vrai qu'il s'inscrit bien dans cette logique-là, mais il y a d'autres formats qui le font bien. Après, une fois de plus, ce sur quoi j'insisterai, c'est vraiment le fait de bien pouvoir caper les choses. Après,
Là, on a parlé des responsabilités des annonceurs, des agences, etc. Il y a aussi une autre responsabilité qui est celle de l'éditeur. Parce que finalement, si l'annonceur met un capping à 1 ou 2 sur un format intrusif, mais qu'en réalité, derrière, l'éditeur libère totalement le capping et que après avoir vu une marque de bagnole, c'est un lessivier, puis, etc., et qu'on ne cesse de soumettre l'internaute à des formats tous plus intrusifs les uns que les autres, effectivement, on va aller vers un développement de l'adblock. Et ce qui est vraiment pas du tout l'intérêt de qui que ce soit. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a... Juste pour ajouter, effectivement, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de maîtriser, comme tu le disais à l'instant, la fréquence d'exposition. Et à mon avis, c'est des technologies qui sont assez peu utilisées, aussi bien par les agences que par les éditeurs. Et il y a un vrai travail à effectuer à ce niveau-là. Mais le point que vous souleviez, j'ai envie de dire, il n'est pas neuf. On a les mêmes discussions depuis 10 ans sur Internet. Tout simplement, utiliser ce qui est à disposition par les outils. Et je pense que ça ira nettement mieux. Ouais, effectivement, par rapport à ça, je pense que le plus important, c'est d'inscrire dans une logique de capping transversal sur l'ensemble d'une campagne. Et c'est vrai que la difficulté aujourd'hui pour une marque, c'est d'arriver à bien maîtriser son capping, parce que finalement, plus on va utiliser des régies différentes, dans la plupart des cas, et plus on va se retrouver avec des micro-campagnes au sein d'une grande campagne. Et donc, vous avez beau maîtriser votre capping régie par régie, au global, l'internaute, lui, il surfe de régie en régie, de site en site, sans prendre en compte les régies. Donc, il peut se retrouver effectivement à un moment avec une logique d'exposition extrêmement forte à des formats impactants. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement utiliser des outils qui permettent d'avoir un capping transversal. Là aussi, nous, on a une marketplace qui permet de le faire en ayant à la fois des formats extrêmement impactants tels qu'on a pu les voir là, et en les mettant sur l'ensemble des sites. Voilà. Bonjour, je me demandais, est-ce que certains de ces formats pourraient être disponibles sur les ad exchange? Ils le sont. Sur certains ad exchange. La seule chose, c'est que pour pouvoir mettre en place ce genre de format sur des ad exchange, en règle générale, il faut être plutôt sur un ADEX privé, mais surtout un ADEX qui gère sa propre technologie. Puisque effectivement, comme vous l'avez vu, on n'est pas sur des formats totalement standards. Et donc, mais bon, je suis à votre disposition pour vous présenter quelque chose si vous voulez. Merci beaucoup.